Alors, est-ce que vous voyez mon écran? Oui, Oui, très bien. super, merci beaucoup. Merci Sophie pour cette introduction. Donc moi, je vais vous parler de la prise en compte des difficultés intimes et sexuelles et ça va être une autre grosse introduction avant de laisser Silène rentrer dans des détails un peu plus pratiques. Comme tu l'as rappelé, Sophie, l'hormonothérapie, c'est un traitement qui arrive en dernier et du coup, on se situe dans la période du post-traitement. Et je commence ce topo par rappeler le contexte. La période du post-traitement, c'est une période où il va s'agir de trouver de nouveaux repères et c'est un long travail d'adaptation psychique, il me semble, où on fait face à des effets secondaires résiduels des traitements que les patientes ont reçus versus un peu une injonction à un retour à une vie normale, entre guillemets. Parfois, il arrive un décalage entre le vécu du patient et de son entourage. Hein. Ils ne sont pas du tout au même moment dans cette période-là. Et il y a des mouvements de détresse qui peuvent être possibles lors de cette période qui sont tout à fait légitimes, associés à l'angoisse de la récidive, des inquiétudes sur la suite. Et finalement, l'hormonothérapie, elle va être prescrite à ce moment-là. Cette période, c'est aussi l'occasion d'un retour vers soi, d'une appréciation un petit peu plus de ses besoins et du sens de la vie. Et je dis souvent à mes patientes que c'est aussi les cartes des priorités qui sont un petit peu redistribuées à cette occasion. Et nous, soignants, on va être vigilants à votre qualité de vie finalement. Et la qualité de vie, ça va être cette perception très subjective qu'un individu va avoir finalement sur sa vie globale, sur les relations, la satisfaction, à la fois physique, psychologique et émotionnelle, en lien avec la maladie et les traitements. Hein. On ne met pas de côté la maladie et les traitements, on englobe ça dans la qualité de vie. Et dans la qualité de vie, il y a la santé sexuelle qui est un concept qu'on aborde maintenant depuis plusieurs années. Et la santé sexuelle, ça va être un état de bien-être physique, émotionnel, mental et social associé à la sexualité en prenant en compte, comme la qualité de vie, à la fois la maladie ou les dysfonctions qui peuvent arriver. Et finalement, quelle est la trajectoire sexuelle de nos patients au moment du parcours de soins? Alors là, c'est un petit peu grossier, hein, c'est un peu schématique ce que je vais vous présenter, mais ce qu'on constate en tout cas, c'est qu'il y a une fluctuation selon les étapes du parcours de soins au niveau de l'intimité et de la sexualité. Globalement, on trouve qu'au moment du diagnostic, il y a vraiment un vécu émotionnel très intense qui va laisser peu de place finalement à la question de l'intimité et de la sexualité. Et puis arrive le moment des traitements où il semble que les patients vont vraiment être focalisés sur cette traversée des traitements, sur les effets secondaires qui peuvent arriver et aussi sur le souhait finalement d'un maintien d'une certaine homéostasie dans leur vie. Et puis, il peut y arriver qu'il y ait une chirurgie, et c'est à ce moment-là, finalement, où commencent à réémerger ces questions relatives à l'intimité et à la sexualité, en lien avec l'image de soi, avec le regard que les autres peuvent avoir sur nous, et notamment quand il y a un partenaire, comment le partenaire peut me regarder après cette chirurgie. Et enfin, il y a la période du post-traitement, en effet, comme je l'ai dit précédemment, où finalement toutes ces questions autour de l'intimité et de la sexualité, à l'occasion de l'arrêt des traitements et du passage en post-traitement, où vont réémerger ces questions-là comme un retour finalement à la vie. Moi, j'insiste beaucoup quand même sur l'impact physique et l'impact émotionnel, et il faut vraiment pas négliger les aspects psychologiques à ce moment-là qui peuvent venir impacter bien sûr l'intimité et la sexualité. Ce schéma, il vous montre finalement que la sexualité et l'intimité, elles vont être impactées sur toutes les réponses physiologiques de la réponse sexuelle, donc à la fois au niveau du trouble du désir, en lien avec les difficultés psychologiques, mais aussi iatrogènes liés au traitement. Il y a des troubles plutôt physiologiques avec des dysfonctions qui peuvent arriver, des perturbations lors des rapports avec des douleurs, et enfin une difficulté à atteindre les orgasmes. Donc finalement, il y a trois dimensions sur lesquelles on se préoccupe. Il y a à la fois le désir sexuel, l'intérêt pour l'activité sexuelle, le fonctionnement sexuel et enfin la satisfaction sexuelle.
Je vous ai mis en référence l'étude Vican 2 et Vican 5, qui est une enquête qui se préoccupe de la vie après le cancer 2 ans et 5 ans après la maladie. Et finalement, ces études, elles montrent au niveau intime et sexuel que des difficultés persistent dans le temps, notamment au niveau de la fréquence des rapports, des troubles du désir et de la difficulté à atteindre l'orgasme. Et cette étude montre que ces difficultés, elles persistent notamment parce qu'il y a un manque de communication autour de ces difficultés-là et il y a un manque de prise en charge de cette dimension-là. Et donc, l'hormonothérapie et la sexualité, j'insiste, hein, c'est toujours important de contextualiser, de prendre en compte les aspects psychologiques lors de cette période-là de prescription de l'hormonothérapie. C'est toujours intéressant aussi de regarder comment le patient a vécu globalement le parcours de soins. Finalement, est-ce que ces difficultés intimes et sexuelles, elles sont pas en lien aussi avec d'autres facteurs? La fatigue après ce parcours médical, l'image du corps qui peut être altérée parfois, et puis la question de la ménopause qui est induite et précoce pour certaines patientes. Et finalement, symboliquement, qu'est-ce que ça veut dire la ménopause? Comment elles vivent cette dimension-là? Et c'est autour de ces questions qu'on va travailler avec nos patientes. Alors, comment on fait pour accompagner, nous soignants, ces difficultés intimes et sexuelles? Alors là, c'est un peu caricatural, mais on voit bien qu'à la fois, on a des soignants qui espèrent que ça vienne du patient, et puis on a des patients de l'autre côté qui espèrent que ça vienne du soignant. Alors, comment on fait pour se rencontrer finalement? Je crois qu'il y a vraiment 3 concepts importants dans ces dimensions-là. Il y a à la fois évaluer et repérer les difficultés, informer sur les possibles effets secondaires et les difficultés qui peuvent arriver, et accompagner, c'est-à-dire orienter vers les professionnels avec des compétences qui peuvent répondre à ces difficultés. Donc, ce qui est important, c'est de travailler en pluridisciplinarité avec des intervenants qui vont avoir des compétences complémentaires. Et à nous aussi de pouvoir vous autoriser, vous, patients, à pouvoir exprimer vos difficultés et vos besoins. C'est important aussi, il me semble, hein, de prendre en compte le partenaire. Est-ce que le partenaire a des difficultés aussi? Comment ça se passe dans le couple finalement? On a un rôle, nous aussi, à jouer, c'est de former nos collègues sur ces thématiques et les autoriser aussi à pouvoir vous poser des questions et à s'y intéresser. Et enfin, proposer des orientations en interne à l'hôpital ou alors relayer en ville. Ce qui semble aussi important, c'est de pouvoir proposer cet accompagnement et de questionner ces difficultés tout au long du parcours médical, à la fois au début de la maladie, pendant les traitements et ou la chirurgie, et enfin en post-traitement. Donc voilà, je me répète un peu, hein, mais ce serait intéressant de pouvoir s'y intéresser pendant toutes les étapes du parcours de soins, de s'y intéresser à suffisamment tôt, mais aussi de prendre en compte votre disponibilité psychique à ce moment-là. Est-ce que c'est le bon moment pour vous de pouvoir s'y intéresser? Est-ce que vous êtes disponible à ce moment-là de pouvoir en parler? Donc il faut vérifier ça aussi avec les patients. Prendre en compte la trajectoire sexuelle à la fois pendant le parcours médical, c'est toujours intéressant, ça donne des repères, mais aussi et surtout, j'allais dire, plus globalement, l'histoire sexuelle du patient en dehors de la maladie. Et puis, bien sûr, prendre en compte les autres domaines de la vie du patient. Vous savez, hein, la sexualité, ça se passe un peu de la tête aux pieds, j'allais dire, c'est-à-dire que ça prend en compte la dimension émotionnelle, physique, psychologique, mais aussi relationnelle. Et c'est toutes ces thématiques qu'il faut aussi évaluer quand on vous rencontre autour de ces dimensions-là. Alors, quelques mots de synthèse pour laisser la parole à Silène. Donc, il me semble que pendant cette période du post-traitement, il y a un gros travail autour des changements qui vont être induits par la maladie, les traitements et le parcours médical en lui-même. Il me semble que notre travail, c'est de légitimer aussi des affects plutôt négatifs en lien avec ce parcours médical, de prendre en compte, bien sûr, votre histoire globale, mais aussi votre histoire de couple, le couple quand il existe, et le partenaire. Notre rôle, ça va être d'informer et de prévenir autour des difficultés intimes et sexuelles en lien avec les traitements, la prise en charge globale et notamment l'hormonothérapie parce qu'il y a un enjeu de l'adhésion et du maintien dans le temps de la prise de ce traitement. Et enfin, de vous orienter au bon endroit selon vos besoins et vos attentes. Voilà, j'ai terminé. Merci beaucoup.
Hélène, je te rends la Ouais. parole. Merci Solène. Alors du coup, je Est-ce vais qu'il faut que permettre. Ah non, c'est bon, tu peux le C'est bon, partager. ouais. Ouais. Hop. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Ouais. Ok, super, merci. Donc bonjour à toutes. Moi je m'appelle Silène, je suis infirmière, sexologue et coordinatrice de l'unité transversale d'éducation thérapeutique à l'Institut Curie. Et du coup, je vais compléter les présentations de mes deux collègues précédentes avec un petit peu des aspects concrets et pratiques des troubles que vous pouvez rencontrer avec le traitement par l'hormonothérapie ou tout au long des traitements du cancer pour élargir un petit peu. Donc ressentir des effets, Solène l'a dit, l'impact sur l'intimité et la sexualité liés au traitement dans le cancer, c'est normal et il y a beaucoup de personnes qui en ressentent. Ces impacts, on va les classer sous 3 types. Il peut y avoir des impacts physiques, psychologiques et relationnels et on peut agir dessus et c'est ce que je vais vous présenter tout de suite. Alors pour commencer sur les troubles physiques qui peuvent être rencontrés, c'est pas une diapositive qui est, enfin tout n'est pas écrit sur cette diapo, c'est plus une présentation et des idées, de ce qui peut être mis en place. En tout cas au niveau des troubles qui peuvent être présentés, on va parler de sécheresse au niveau des muqueuses, on peut ressentir des brûlures, il peut y avoir des symptômes urinaires, il peut y avoir de la douleur, il peut y avoir de la fatigue, il peut y avoir différents troubles physiques et pour ça, on peut agir dessus. Donc, vous avez ici une petite présentation. Alors, pour commencer, je vais vous parler des hydratants locaux non hormonaux. Donc, comme vous l'a dit en début de présentation, le docteur Sophie Franck, on voit que les hormones dans le cancer du sein hormonodépendant jouent un rôle important. On ne peut pas en apporter en plus, par des médicaments, pour, régler, certains problèmes de sécheresse, vaginale. Si, dans des cas très, très spécifiques, on pourra, y aller, mais à ce moment-là, il faut vraiment l'avis de l'oncologue. Donc, c'est vraiment déconseillé, mais il existe beaucoup de produits qui sont, non hormonaux, qui sont à utiliser en massage au niveau, de la vulve et du vagin. Il y a des produits, qui contiennent de l'acide hyaluronique qui peuvent être, assez utiles et là, je vous ai mis quelques exemples de noms de produits. La plupart du temps, ces produits ne sont pas remboursés par la sécurité sociale. Alors ça, c'est un grand, heu, très, très dommage évidemment, mais bon, en tout cas, ils existent, et il y en a différents types, différentes formes. Il faut trouver, celui ou ceux qui fonctionnent, pour vous. Et en complément des hydratants locaux, je vais vous parler aussi du lubrifiant. Le lubrifiant, c'est vraiment une préconisation, très importante et qui est à utiliser, à chaque, rapport sexuel, qu'il y ait une pénétration ou pas. Parce que quand il y a une sécheresse, vaginale ou au niveau des muqueuses, que ce soit externes ou internes, ça peut entraîner des douleurs, ça peut entraîner de l'inconfort, et le lubrifiant, il va aider, à améliorer les sensations. Il n'y a pas de recommandation particulière sur le type de lubrifiant. La seule chose qui est important, c'est d'utiliser quelque chose qui soit sans parfum, ni effet chaud, effet froid, parce que ça peut être des produits qui peuvent être irritants, sur des muqueuses qui sont déjà fragilisées, par la sécheresse. Donc voilà, plutôt des choses qui sont des lubrifiants qui sont assez neutres. Ça peut être des lubrifiants achetés en pharmacie ou parapharmacie ou bien dans le commerce, qui sont, tout à fait, utilisables. Il peut y avoir d'autres choses à mettre en place, notamment, des conseils, assez simples au niveau de l'hygiène. Utiliser du savon doux, pas irritant, pas de savon avec des parfums, trop intenses, pas de savon, gommant, des gels douche avec, gommant, avec des billes gommantes et cetera. Ça, c'est vraiment à proscrire. Et il ne faut pas trop se laver, surtout pas en interne. C'est vraiment recommandé de ne pas faire de douche vaginale. Heu
une douche par jour avec un lavage de la vulve en externe, ça suffit largement au niveau hygiène. Quand il y a de la sécheresse et des douleurs au niveau de la vulve, c'est aussi, ça peut être aussi, intéressant de porter plutôt des vêtements larges, avec des sous-vêtements en coton qui soient pas des sous-vêtements, irritants ou avec, des tissus synthétiques qui, favorisent, la transpiration, la macération. Et pour ça, on préconise aussi de ne pas porter de sous-vêtements la nuit quand c'est possible et si c'est confortable pour vous, pour, permettre, à la peau de respirer. Une autre chose qui peut être intéressante, pour, les symptômes urinaires, les douleurs, toutes ces sensations-là, c'est la rééducation pelvienne. La rééducation pelvienne, elle peut, se faire par des kinés, ou par des sages-femmes. C'est sur prescription médicale. Il faut que vous demandiez conseil à votre oncologue. En tout cas, ça peut être d'une grande aide, pour, ressentir les différentes sensations dans son corps différemment. Pour ça, l'activité physique va aussi, être intéressante et compléter, l'action de la kiné. L'activité physique, il faut qu'elle soit, adaptée. Il faut trouver l'activité qui vous plaît, qui vous fait du bien. Pourquoi j'en parle dans ce topo sur la sexualité? Parce que l'activité physique, ça peut permettre de ressentir son corps différemment. Solène vous en a un petit peu parlé dans sa présentation. Quand, il y a un cancer, on sait que, le rapport au corps, va être, perturbé. Il va y avoir des changements qui se font et qui sont tout à fait, hem qu'il est tout à fait normal de ressentir. Du coup, le fait de faire une activité physique pour soi ou alors justement en couple, ça peut être l'occasion de partager un moment avec, le ou la partenaire, autour d'une activité qui fait plaisir, d'une activité qui permet de ressentir son corps, voilà. Je voulais vous faire un point aussi sur le laser vaginal. Alors peut-être que vous en avez déjà entendu parler, je l'aborde très rapidement, juste pour vous dire qu'il y a très peu d'études qui sont, très peu d'études évaluatives sur le laser qui est en gros, des séances faites avec une machine qui permet de, restaurer la muqueuse vaginale en stimulant la formation de collagène et de nouveaux vaisseaux. L'efficacité n'est pas du tout prouvée, c'est quelque chose qui n'est pas remboursé par la sécurité sociale, c'est assez difficile de trouver des rendez-vous. J'en parle parce qu'on a souvent des questions, sur le laser, mais voilà, c'est pas forcément, recommandé parce que c'est pas l'efficacité n'est pas prouvée. Il peut y avoir certaines personnes, certaines expériences individuelles qui montrent que, il peut y avoir un certain bénéfice, mais pas pour tout le monde et pas pour la majeure partie des gens. Donc, voilà, je l'aborde très rapidement. Donc on a parlé des troubles, physiques et maintenant je vais vous parler des troubles psychologiques. Pour compléter aussi le topo de Solène. Par rapport à l'impact, du cancer et des traitements, il peut y avoir, des troubles par rapport à l'estime de soi, la modification du rapport au corps, j'en parlais juste, il y a une seconde, le vécu de la féminité, comment on se ressent avec, cette maladie, avec ce nouveau corps qui peut, être perturbé, enfin, en tout cas, différent par rapport à avant. Il peut y avoir une diminution ou une absence de libido, la baisse du désir, la baisse de l'excitation, du plaisir ressenti aussi, au moment des rapports. Pour ça, quelques idées d'action. Heu, je pense que la première et la plus importante, c'est en parler. En parler, ça peut être avec, différentes personnes. Il faut trouver la ressource qui vous convient, qui est la bonne pour vous, qui ne sera pas forcément la même pour tout le monde. Ça peut être, des psychologues, ça peut être des sexologues, ça peut être des soignants. C'est des personnes en qui vous avez confiance, avec qui vous pouvez ouvrir le dialogue, de votre part et vous qui dites: «Voilà ce que je ressens, qu'est-ce que vous pouvez m'apporter?» Donc, en parler, c'est quelque chose de très important. Une autre idée aussi, c'est, de reprendre sa place, se retrouver soi-même et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'activité physique, et du coup, j'en reparle aussi ici, par, certaines activités physiques ou alors des activités qui vont lier le corps et l'esprit, comme par exemple la relaxation ou la méditation. Ça peut permettre de prendre un temps pour soi et de se retrouver un petit peu dans ses sensations, dans son corps. Il peut y avoir aussi la pratique des automassages. Alors, il y a plein de vidéos, trouvables, sur internet,
qui montrent comment se masser. Ça peut être même se masser, les mains, se masser le visage, pour retrouver différentes sensations qu'on aurait perdues au fil du temps. Se questionner sur, voilà, son rapport à son corps, son rapport à sa féminité, et il y a aussi une place à l'auto-érotisme avant de pouvoir avoir des rapports, satisfaisants avec, l'autre. Ça peut aussi être une solution pour certaines personnes, de, se sentir bien avec soi-même. Et une autre chose que je voulais souligner, c'est aussi prendre le temps, dans nos vies où tout est, toujours, il faut aller très vite, il faut être dans l'action, il faut, tout faire tout de suite. Heu, Prendre le temps, ça permet de, se retrouver, ça permet, de réfléchir à ce qu'on veut vraiment, et ça peut être par différentes, façons. Alors, certaines personnes, vont écrire, d'autres vont lire, d'autres vont faire, des activités, aller marcher dans la nature, faire de la randonnée, je ne sais pas, il faut trouver quelque chose qui vous convient à vous, mais pour vous retrouver, vous, avec vous-même. Et l'autre catégorie des troubles qui peuvent être, perçus, en lien avec les traitements, notamment l'hormonothérapie, c'est les troubles relationnels, donc le lien avec le ou la partenaire. La perception du partenaire peut être différente, il peut y avoir des difficultés dans le trouble, une modification des rôles. Les rôles sont changés, avec l'impact de la maladie. Il y a des choses qui se passent, qui font que, les dynamiques sont différentes. Pour ça, l'importance de la communication est primordiale. Il faut travailler la communication dans le couple. C'est pas quelque chose d'automatique, c'est pas forcément quelque chose de facile. Vous pouvez aussi être accompagné et être aidé par, un psychologue, un thérapeute de couple ou un sexologue, et voilà, il peut y avoir différents exercices à mettre en place. Quand on a un couple depuis, longtemps ou pas longtemps d'ailleurs, mais qu'il y a un événement qui se passe et qui, change la dynamique, on peut aussi prendre la décision ensemble de refaire un nouveau couple avec la même personne, ça marche aussi, pour, identifier, les désirs et les envies de chacun, les nouvelles perspectives, les trajectoires qu'on peut prendre ensemble. Et pour ça, on peut organiser de faire des activités ensemble, des choses qu'on ne faisait plus, de les remettre en route. Et aussi, je vous propose de vous ennuyer avec votre partenaire. Alors ça peut paraître un petit peu bizarre, mais c'est un peu la même idée que de prendre le temps que je vous parlais, juste il y a un instant. Si on ne s'ennuie jamais, il n'y a pas la place, à la rêverie, il n'y a pas la place, à, imaginer de faire des choses, mettre en place des nouveaux liens avec son partenaire. Donc l'ennui, c'est quelque chose de très bénéfique. Je vous invite à essayer de vous ennuyer avec votre partenaire. Et puis une chose qui peut aussi, aider, dans les relations du couple et les relations intimes et sexuelles, c'est favoriser l'érotisme à 2. L'érotisme, c'est pas forcément, l'activité sexuelle en soi, mais c'est tout ce qui va être autour de, la sexualité et de l'intimité. Ça peut être faire des jeux érotiques, il en existe, des qui sont déjà, tout faits. Vous pouvez aussi inventer vos propres jeux avec votre partenaire. Ça peut être lire avoir des lectures érotiques, lire des livres érotiques, des nouvelles érotiques ensemble ou tout seul, chacun de son côté. Travailler sur l'imaginaire, travailler sur les fantasmes. Ça permet, d'entrer dans un cercle vertueux, de stimuler l'envie quand il y a des troubles de la libido, des troubles de l'envie, des troubles de l'excitation, d'y penser, d'y réfléchir et d'avoir, différentes idées qui viennent de différentes, sources. Ça peut permettre de se remettre dans une ambiance et de stimuler, l'envie. À Curie, qu'est-ce qu'on peut vous proposer, pour vous accompagner dans toutes ces mises en place? Je vais vous parler des ateliers, thérapeutiques qu'on propose à l'UTEP. On propose des ateliers pour vous accompagner à mieux vivre, avec, la maladie et les traitements. Ces ateliers, ils vont avant de faire les ateliers, on va commencer par vous proposer un bilan éducatif en individuel, pour identifier vos besoins et vos objectifs.
qui peut être fait en présentiel ou en téléconsultation. Et ensuite, à l'issue de ce bilan, vous allez pouvoir choisir des ateliers qui se font la plupart du temps en groupe. Et c'est des ateliers qui sont sur différents thèmes. Donc, il y a des thèmes spécifiques sur le traitement anti-hormonal, sur les effets secondaires du traitement anti-hormonal, des thèmes sur les effets secondaires de ce type de traitement, un peu plus poussés dans chaque effet secondaire. Donc, par exemple, comment faire face à la fatigue, bouger ou comprendre la douleur chronique. Et un atelier sur l'intimité et la sexualité que je vais vous développer juste après. Donc vous pouvez, participer à ces ateliers et l'équipe de l'UTEP après on vous accompagne, dans votre parcours, en faisant des bilans réguliers et en évaluant avec vous si vous avez besoin d'autres ateliers ou pas. Donc l'atelier spécifique intimité et sexualité, c'est un atelier qui, est uniquement pour les femmes, qui est en petits groupes, entre 3 et 8 femmes, qui est plutôt en visio en ce moment, et qui est animé, par moi-même et une patiente partenaire, donc une ancienne, patiente qui a eu un cancer et qui est formée, à l'accompagnement, éducation thérapeutique et qui co-anime cet atelier. Ça dure entre 2h30 et 3 heures où on va en profondeur dans, qu'est-ce que c'est que la sexualité pour nous? Qu'est-ce que c'est que l'intimité pour nous? Qu'est-ce qui se passe dans notre corps avec le cancer, avec les traitements? Et quelles sont les difficultés qu'on ressent et comment on peut agir dessus. Et dans ces ateliers, on utilise différents, outils. Donc là, je vous ai mis un exemple, on utilise par exemple un nuage de mots, voilà et on travaille, tous ensemble dans le groupe sur ces différentes notions. Donc voilà ce qui est proposé à Curie, donc les ateliers de l'UTEP. Vous avez ici, de quoi nous contacter, par téléphone ou par mail. Le mail, il est très simple, c'est utep@curie.fr. Et il y a aussi l'unité de psycho-oncologie qui peut vous accompagner, dans tous les, ressentis, les troubles psychiques que vous pouvez, ressentir. Les mots-clés que je voulais vous faire passer, c'est parlez-en. On est là pour vous accompagner, vous n'êtes pas seul à ressentir, ces troubles. Ils sont effectifs, c'est pas dans votre tête, c'est pas vous qui les inventez. Ils existent et vous pouvez agir dessus. Donc ça, c'est pour vous accompagner à Curie et en dehors de Curie, il y a beaucoup d'associations. Vous pouvez trouver, par exemple, l'association Mon Réseau Cancer du Sein. En ce moment, il y a des livrets qui sont pas mal de livrets qui sont édités, sur la sexualité. Donc il y a ce livret, que je vous ai mis en image ici. Vous pouvez le trouver sur le site de Mon Réseau Cancer du Sein ou sinon taper, livret, préserver sa sexualité, sur internet. Il a été édité et proposé dans le Rose Magazine, qui vient de sortir. Donc il est très bien fait, il est pour les hommes et pour les femmes, mais vous allez trouver plein de choses qui vont, résonner, avec, ce que vous pouvez ressentir et quoi mettre en place. Il y a aussi un livret qui a été édité, en janvier 2020, il me semble, par la Ligue contre le cancer, sur la sexualité et les cancers. Il est très complet. Il y a aussi toute un tableau avec, des lubrifiants ou des hydratants, dont je vous parlais tout à l'heure, un petit peu les différents types qui existent et vers quoi aller, en fonction de votre ressenti. Et puis si vous souhaitez être accompagné par un sexologue, spécialiste, il y a un site, qui s'appelle trouverunsexologue.fr. C'est le site de l'AIUS, c'est l'association, post-universitaire, en sexologie. Ce sont des professionnels tous formés, à l'université en sexologie et donc voilà, c'est un annuaire, avec des personnes, qui sont, diplômées et donc qui sont sûrs et qui peuvent vous accompagner, spécifiquement, en individuel ou en couple, pour vos troubles sur la sexualité. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup et puis on va laisser, place, à un temps d'échange et de questions et réponses.